Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode pour déconstruire le mythe de l'enfant parfait, démasquer les traumatismes derrière le fait d'être trop bon, trop gentil. Est-ce que vous étiez cet enfant qui ne faisait jamais d'histoire, qui suivait toujours les règles et qui était félicité pour être si facile à élever? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ressentiez le besoin d'être si parfait? Je vois encore beaucoup trop de personnes en séance qui viennent me voir en espérant qu'être monsieur ou madame parfait, parfaite, eh bien, c'est une réponse appropriée pour être aimé, pour avoir de la validation, pour être accepté. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du fait que ce perfectionnisme, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, c'est pas seulement un bon comportement, c'est souvent une réponse à des besoins émotionnels profonds, d'amour, d'acceptation, de validation, etc. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, c'est de ça dont on va parler. Quand je parle d'enfant parfait, c'est quoi? C'est cet enfant qui est toujours obéissant, qui est toujours serviable, qui peut être réservé sur le plan émotionnel. Il respecte toujours les règles, il exprime rarement ses besoins personnels. Toujours prêt à aider, c'est l'enfant calme, sage, celui qui est si mature pour son âge. Bien que perçu comme bon de l'extérieur, ces traits cachent souvent des difficultés émotionnelles inexprimées. Et c'est ça que l'on va aller explorer aujourd'hui. Ici, le but, c'est d'expliquer le conditionnement émotionnel. Ces comportements, ça peut provenir de traumatismes émotionnels non résolus, comme on l'a expliqué, un besoin de validation, la peur du rejet, un mécanisme de survie dans un environnement émotionnel instable ou exigeant. Et pour illustrer ces propos, j'ai envie de prendre la théorie de l'attachement élaborée par John Bowlby et approfondie par Mary Ainsworth. Ce sont des théories qui sont très connues, mais je trouve que si elles sont très connues, justement, c'est parce qu'elles apportent une vraie compréhension. Et c'est intéressant de se les rappeler, de les comprendre, d'aller s'interroger dessus, d'aller conscientiser, d'aller s'introspecter. Donc ces théories, elles se concentrent sur la manière dont les premières relations, et notamment celles entre un enfant et ses parents, ou ses figures d'attachement, si on parle de tuteurs, façonnent les modèles de comportement et les schémas relationnels tout au long de notre vie. Bowlby, il a identifié que les enfants développent des styles d'attachement en fonction de la qualité des soins reçus. Donc il y a l'attachement sécurisé. Ici, l'enfant, il se sent en sécurité et il sait que ses besoins seront satisfaits. Et bien évidemment, s'il y a l'attachement sécurisé, il y a l'attachement insécurisant. Et celui-ci va se diviser en plusieurs sous-types. Premier attachement insécurisant, c'est l'attachement anxieux ambivalent. L'enfant, il est incertain. Il ne sait pas si ses besoins émotionnels seront comblés ou non, oscillant entre une recherche de proximité et une colère lorsque ses attentes ne sont pas satisfaites. Il y a également l'attachement évitant. Ici, l'enfant apprend à minimiser ses propres besoins émotionnels parce qu'il va anticiper le rejet ou une réponse inadéquate de la part de ses figures d'attachement. Et l'attachement désorganisé. L'enfant vit des relations d'attachement contradictoires ou effrayantes, souvent liées à des traumatismes. Et les enfants qui adoptent des styles d'attachement insécurisants font face à des figures d'attachement qui sont soit inconsistantes, soit insensibles à leurs besoins. Pour gagner de l'amour ou de la sécurité, ces enfants répriment souvent leurs besoins, car maintenir le lien avec cette figure d'attachement est perçu comme vital pour leur propre bien-être. De 0 à 7 ans, c'est vraiment l'amour que l'on va recevoir qui va nous définir dans plein de domaines. Pour qu'un être grandisse et s'épanouisse, il a besoin de sécurité. Et si pour lui, cette sécurité, elle doit passer par s'oublier et se réprimer, c'est un mécanisme de survie qu'il va adopter. Et ces enfants, donc, ils peuvent devenir hyper vigilants aux attentes des autres, cherchant à éviter le rejet, même si cela signifie
tolérer des comportements nuisibles ou négligents de la part des personnes qui s'occupent d'eux. Ici, on ressent de l'amour et on cherche de l'amour, donc on est prêt à fermer les yeux sur ce qui se passe réellement et sur ce qui se passe surtout à l'intérieur de nous. Cette suppression des besoins d'attachement authentique, elle peut persister à l'âge adulte, menant à des schémas relationnels malsains où l'individu va se sacrifier ses propres désirs et ses propres besoins pour maintenir une relation, même si elle est toxique. Ici, cette dynamique, elle se retrouve fréquemment chez les personnes ayant développé un attachement insécurisant durant l'enfance, car leur perception de l'amour et de la sécurité, elle est basée sur une peur, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la solitude et une recherche constante de validation, d'approbation et d'amour. Tout ce que l'on vient de définir ensemble avec la théorie de l'attachement, on peut l'appeler un traumatisme, une blessure émotionnelle. Et donc l'enfant a besoin de s'adapter et va répondre à ce traumatisme. Le fait de vouloir plaire aux autres, c'est une réponse au traumatisme, souvent qualifié de comportement de people pleasing en anglais. C'est une réponse adaptative à des expériences traumatisantes vécues dans l'enfance. Selon le psychologue Pete Walker, cette réponse fait partie des 4 réactions courantes au traumatisme: la fuite, le combat, la figée et la réponse fauve. La réponse fauve, ou la tendance à plaire aux autres pour éviter le conflit, se développe souvent chez des personnes ayant vécu dans un environnement où leur sécurité émotionnelle ou physique dépendait de leur capacité à apaiser ou satisfaire les besoins des autres, et souvent ceux des figures d'autorité ou des parents. Cette stratégie, c'est une forme de survie psychologique. L'individu apprend à se conformer, à se sacrifier et à réprimer ses propres besoins pour prévenir les tensions, éviter le rejet et maintenir une illusion de contrôle dans des situations qui sont perçues comme potentiellement menaçantes, qu'elles soient menaçantes physiquement ou émotionnellement. Et dans un contexte d'attachement insécurisant, le besoin de plaire, il devient une manière de maintenir le lien d'attachement, même s'il est malsain. L'enfant va apprendre que ses besoins sont secondaires par rapport à ceux de la personne qui s'occupe de lui. Et en grandissant, cela peut se traduire par des comportements adultes visant à faire passer les besoins des autres en priorité pour préserver la relation, souvent au détriment de leur propre bien-être. Et ce modèle de réponse peut être persistant et difficile à déconstruire sans travail thérapeutique, car il est souvent associé à une peur intense du rejet, un sentiment d'insécurité, un désir profond de validation. Mais déjà, la reconnaissance de ce schéma, c'est un premier pas vers une guérison et une reconstruction d'une estime de soi solide. Je vous le dis tout le temps dans chaque épisode, pour moi, le premier pas, c'est vraiment de prendre conscience c'est de regarder la situation telle qu'elle est, c'est d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se mentir. Et c'est ça qui va permettre à la personne d'établir des relations plus équilibrées et respectueuses de ses propres besoins et de ses propres limites. Donc si on doit prendre un exemple pratique, un enfant qui grandit dans un foyer où l'amour est conditionné à la performance, par exemple, il faut avoir des bonnes notes, il faut qu'il se comporte bien à l'école, il faut qu'il fasse des tâches ménagères à la maison tout le temps. Cet enfant, en fait, il aura appris à réprimer ses émotions et ses besoins pour éviter la déception de ses parents, éviter les conflits, éviter la désapprobation. Alors certes, ici, le parent cherche à bien faire, il cherche à préparer l'enfant au monde adulte. Et à côté de ça, ici, il instaure un amour conditionnel. Je t'aime si tu réussis. Je t'aime si tu es sage. D'ailleurs, tu dois être aimable. Et donc, forcément, ces conséquences émotionnelles d'être trop bon, c'est la difficulté à exprimer ses émotions. Plus encore, je dirais, la difficulté à les reconnaître, à les entendre, à les écouter soi d'abord, à reconnaître, à comprendre ses propres besoins. Puisqu'on a appris à les taire, puisqu'on a appris à les ranger, à les classer, à les cacher, eh bien, on n'est même plus connecté à eux. Donc, il est difficile ensuite de pouvoir les exprimer de façon saine, alors qu'on ne sait pas nous-mêmes ce que l'on ressent. Et cela peut entraîner aussi le fait d'être mal à l'aise pour fixer ses propres limites, soit parce qu'on n'a pas identifié quelles étaient ces limites,
soit parce qu'on a des difficultés à les dire, la peur du rejet, montrer sa vulnérabilité, la peur de l'abandon, cela rend difficile le fait de devoir dire non, le fait de devoir exprimer ses besoins, ses émotions et ses limites. Et sur le long terme, cette suppression émotionnelle, ça va entraîner des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression ou l'épuisement émotionnel. Et plus encore, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. On peut aller aussi dans des problèmes de santé physique, des insomnies, et simplement des relations qui peuvent être toxiques. Et des situations, des cas qui n'ont pas lieu d'être lorsque l'on apprend à reconnaître ses envies, ses émotions, ses besoins, ses limites et les exprimer de façon claire. Ces enfants qui ont grandi avec ce mécanisme d'être l'enfant modèle, ils deviennent très souvent l'adulte parfait, le piège de la madame, monsieur parfait. En fait, ces schémas de l'enfance, ils vont se poursuivre à l'âge adulte. Et donc cet enfant parfait devient l'adulte qui essaye de tout gérer, qui est trop responsable, qui recherche constamment l'approbation, au travail et dans ses relations. Mais intérieurement, cet adulte, il peut se sentir déconnecté de son véritable moi, isolé émotionnellement ou accablé par la pression. J'ai envie de vous inviter à réfléchir. Est-ce que vous avez du mal à dire non? Est-ce que vous avez des difficultés à exprimer vos limites? Est-ce que vous avez besoin de toujours satisfaire l'autre, de le faire passer en priorité, de l'aider? Est-ce que vous vous sentez trop responsable des sentiments et des besoins des autres? Ici, j'ai envie de vous inviter à explorer votre besoin d'approbation et la façon dont cela affecte vos relations. Mais alors, comment on peut se libérer de cette notion de perfection? Eh bien déjà, on y revient. Ce schéma, il nécessite une profonde conscience de soi et une guérison. Ici, il va s'agir de désapprendre de vieilles habitudes et d'apprendre à donner la priorité à vos propres besoins et votre authenticité. Carl Jung et plus tard John Bradshaw parlaient du concept de guérison de l'enfant intérieur. Guérir son enfant intérieur, c'est vraiment ça. C'est renouer avec son jeune moi et valider ses besoins et ses émotions. C'est ce que l'on fait en thérapie, c'est ce que l'on fait avec les séances de la Scamden que je propose, c'est d'aller retrouver les émotions non entendues, non écoutées, non digérées de cet enfant que vous avez été et de leur donner de la place pour qu'elles puissent être assimilées, digérées et trouver de nouvelles solutions, de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités d'exister. C'est un travail qui va en profondeur. Et c'est important d'effectuer ce travail quand on sait que finalement, on n'est jamais authentique avec soi-même, puisque on ne s'écoute pas. On s'oublie et on fait passer l'autre en priorité au point finalement de ne peut-être plus exister en tant que tel. Les pistes ici que je peux vous donner à faire en autonomie, ça va être, par exemple, de faire un exercice de journaling dans lequel vous allez écrire une lettre avec vous-même. Vous allez exprimer ces émotions et ces besoins qui ont été réprimés lorsque vous étiez enfant. Cela peut aider en fait à conscientiser quelles étaient ces émotions, quels étaient ces besoins, de les ramener à la surface pour pouvoir les écouter ici et maintenant, pour pouvoir après en prendre soin, pour y faire attention et pour leur redonner leur juste place. Et dans un second temps, c'est de définir des limites. Définir des limites, c'est essentiel pour établir des relations saines et guérir. Donc ici, vous pouvez aller voir quelles sont les choses auxquelles vous dites souvent oui, voire toujours, et auxquelles vous pourriez commencer à dire non. Énumérez-les, notez-les, regardez les situations et les moments où ça a été difficile pour vous de dire non, identifiez-les et regardez comment vous auriez pu dire non en vous écoutant tout simplement. Et bien évidemment de pratiquer l'autocompassion. J'en parle souvent dans les épisodes. On apprend à être bienveillant envers soi-même. On apprend à se faire du bien, à lâcher prise, sans jugement. On accepte d'être imparfait. Il y a un exercice que moi j'aime beaucoup faire parce que Madame Parfaite, ça a été moi pendant très longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cet épisode, parce que c'est un épisode qui me touche personnellement. Et il peut encore m'arriver de retomber dans cette stratégie de Madame Parfaite et à vouloir être parfaite, à vouloir dire oui, à vouloir faire plaisir,
à m'oublier pour recevoir de l'amour, pour recevoir de l'approbation, de la reconnaissance, être validé. Dans ces moments-là, j'ai besoin de réaliser que je suis dans cette stratégie. J'ai besoin de réaliser quel est mon véritable besoin derrière, quelle est mon émotion. J'ai besoin de réaliser quelle est ma limite. Ça, je peux dire oui, ça, je peux dire non. Ça, c'est trop pour moi. Ça, c'est parce que ça répond vraiment à mon besoin. Ça, c'est parce que je peux le faire. Et ensuite, j'ai besoin d'aller chercher de la rassurance et du bien-être à l'intérieur de moi. De me rappeler toutes ces fois où j'ai été imparfaite et j'ai quand même reçu de l'amour. J'ai quand même reçu de la validation. Et ça peut être une pratique de visualisation, de pleine conscience, du journaling, à écrire ces moments-là. Ces moments où on a été imparfait, imparfaite, mais on a quand même reçu de l'amour. Et on peut le faire après dans l'autre sens. Les moments où les autres ont été imparfaits, imparfaites, et ils ont reçu de l'amour. Pour se rappeler qu'on a le droit, qu'on le mérite, qu'on peut être imparfait et imparfaite, qu'on peut dire non, qu'on peut poser ses limites, qu'on peut écouter ses émotions, ses besoins et les exprimer, et quand même recevoir de l'amour, créer du lien, de l'attachement sécure, être validé, être reconnu. Même si c'est difficile de désapprendre ces comportements, le véritable épanouissement vient du fait d'être authentique et de renoncer au besoin d'être parfait. Et chaque petit pas que vous pouvez faire dans ce voyage, c'est un pas qui conduit à une grande transformation. Alors aujourd'hui, je vous invite, pour terminer cet épisode, à réfléchir, à identifier les domaines dans lesquels vous pourriez conserver cette personnalité de l'enfant parfait et d'aller regarder cet enfant parfait, l'écouter, écouter ses envies, ses besoins et l'accompagner à poser ses limites, sans jugement, avec bienveillance, avec douceur. Cet épisode est terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et dites-moi en commentaire vos retours d'expérience, ce que vous en avez pensé, comment vous fonctionnez, quelles sont vos stratégies. Est-ce que c'est facile ou pas pour vous de dire stop?